Merci Esmeralda. Effectivement, comme tu viens de dire, donc, et comme j'ai mentionné tout à l'heure dans ma présentation, donc le conseil scientifique, et c'est une entité très importante au niveau du Fonds BRH pour la recherche et le développement. Et nous avons le plaisir d'avoir Dr Ludovic Como et professeur Charles Cadet pour nous parler un petit peu du conseil scientifique. Donc, on va commencer avec professeur Cadet. Donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire vraiment du conseil scientifique, le travail que vous faites et au niveau du Fonds BRH pour la recherche et le développement? Alors, je vais essayer d'abord de faire une présentation globale, disons, du conseil scientifique avant de passer la parole à mon collègue, n'est-ce pas, docteur Kobo. Alors, je regardais tout à l'heure ce dépliant, hein, et dans la partie, je dirais, et conclusive, dans la conclusion de ce petit document, et j'ai remarqué qu'on a souligné que globalement, le fonds BRH, le fonds de développement de recherche et de développement de la BRH, a reçu 70 projets de recherche, mais n'a pu, disons, adopter, sélectionner que 12. Ce fait, le taux, là, 12 sur 70, témoigne d'une démarche où l'on cherche à établir, disons, une grande objectivité et une grande rigueur dans la manière de sélectionner, disons, les projets. Et justement, au niveau du fonds, il y a des structures qui sont là pour être l'expression de cette objectivité, pour établir cette objectivité et pour garantir la rigueur dans le traitement, disons, des dossiers. Hein? Alors, cette structure, c'est bien entendu la direction exécutive, mais c'est aussi, disons, le conseil scientifique qui assure ce qu'on pourrait appeler une présélection, disons, des dossiers. Cette présélection permet, d'arriver à une évaluation, comme c'est dit d'ailleurs, je crois que vous l'avez dit lors de votre intervention, d'arriver à une évaluation académique, n'est-ce pas, et scientifique. Mais cette évaluation académique et scientifique n'est possible que si il y a un cadre qui permet, disons, d'y arriver, un cadre méthodologique. Et justement, c'est là que la rigueur et l'objectivité vont pouvoir se déployer dans le traitement des dossiers. Effectivement, le cadre méthodologique comporte, qu'utilisent, disons, les membres du conseil scientifique, ce cadre méthodologique comporte 3 critères. Un critère, un groupe de critères, je pourrais dire, un critère qui s'intéresse à la conception du projet de recherche qui est présenté au fonds BRH, n'est-ce pas? Un critère qui s'intéresse à la méthodologie et un troisième qui essaie d'évaluer la faisabilité, disons, du projet. Ces critères sont déclinés en attributs. Je pense que le docteur Como pourra tout à l'heure, disons, vous donner plus de précisions sur ces attributs-là. Mais moi-même, quand je prends le premier groupe de critères, donc la conception, il y a des points très importants. D'abord, on doit savoir, est-ce qu'il y a conformité, et vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, hein, avec les objectifs, disons, fixés par le conseil d'administration ou, n'est-ce pas, la rétention de ces projets de recherche. Est-ce que ça rentre dans les filières qui ont été, par exemple, déterminées, vous l'avez dit, en consensus avec, n'est-ce pas, le comité consultatif et le conseil d'administration et du fonds. C'est un premier élément, la conformité par rapport aux objectifs. Un second élément, est-ce que ces projets qui sont présentés répondent effectivement à des besoins réels, identifiés, n'est-ce pas? Là intervient le caractère innovant de ces projets, hein, le caractère scientifique de ces projets, leur caractère utilitaire. Il est très important que ces projets servent, vous l'avez dit vous-même dans votre présentation, à la communauté. Et en ce sens-là, donc, on va interroger, il y a des critères, il y a des attributs qui permettent, disons justement, de témoigner
de l'existence, n'est-ce pas, de ce caractère innovant, ou bien, comme on le disait tout à l'heure, là, donc, il y a aussi d'autres critères qui sont les attributs, qui sont en fait la déclinaison, disons, du critère, disons, de la conception. Le fondement scientifique du projet. Parce que c'est un projet de recherche. Il faut voir, disons, à quelle ligne, dans quel cadre théorique, par exemple, ce projet s'inscrit. Il est très important de savoir. Un projet qui se présente et qui n'a pas de justification théorique ou de justification, disons, empirique, et là, c'est un problème. Bon. Non seulement il faut que ce projet soit justifié sur les deux plans que j'ai mentionnés, encore faut-il que, à partir de ces justifications, on puisse passer à la fixation des objectifs et qu'on puisse, disons, nous porter à voir quels sont les résultats qu'on va atteindre, qu'on prévoit, disons, qu'on prévoit d'atteindre. Donc, c'est justement, tout ça rentre dans la conception du projet, la manière, disons, de conduire de l'argumentation qui est présente, l'argumentation qui est développée pour la justification, qui est présentée de manière très simple, très claire, qui est facilement compréhensible, ça rentre dans la conception du projet. Ça, c'est le premier critère. Bon. Si je prends le second, la méthodologie, bien entendu, il y a plein disons, de techniques de recherche, de méthodes d'investigation qu'un chercheur peut utiliser. Maintenant, il est important de voir si le choix de méthodes d'investigation ou de techniques de recherche, si ce choix-là est optimal, s'il est en rapport avec les hypothèses qui sont à la base du projet de recherche qui a été présenté. Donc l'aspect méthodologique est très important. Il se peut que le projet soit bien conçu, mais méthodologiquement, il est difficile, disons, de le conduire. Et donc, nous, notre travail, les membres du conseil scientifique, c'est d'évaluer cet aspect-là aussi. Et puis, il y a un troisième aspect que j'ai mentionné, la faisabilité. Pour la faisabilité, il y a 3 points. Trois points importants, 3 mots-clés. La solidité de l'équipe. On pourrait aller dans le détail. Peut-être Dr Como pourrait donner plus de détails. La solidité de l'équipe. Maintenant, le budget. Il ne s'agit pas de présenter un budget, et parce que souvent aussi, il y a des projets qui se présentent, mais qui sont en fait des techniques pour rechercher de l'argent. Mais pas véritablement pour, disons, conduire un projet de recherche. Alors, il faut que le budget soit justifié, qu'il soit crédible. Et nous, notre rôle, c'est d'abord de faire un premier travail pour établir les éléments qui permettent, disons, d'asseoir, et n'est-ce pas, la crédibilité du budget. Et puis, comme on demande d'ailleurs dans les documents qui sont demandés aux chercheurs, aux candidats, on leur demande de présenter un calendrier d'exécution, disons, du projet de recherche. Et des fois, le calendrier, il est préparé d'une manière un peu fantaisiste, qui ne permet pas de voir comment le projet va pouvoir se réaliser, n'est-ce pas, dans la réalité. Alors, notre travail, disons, des membres du conseil, c'est ça. Donc ça, c'est, je dirais, le cadre méthodologique qui permet donc d'apprécier la valeur académique et scientifique du projet qui est présenté. Maintenant, il y a un dernier élément sur lequel je voudrais, à partir duquel, que je voudrais présenter, et puis après, je donne la parole à mon collègue. Je pense que c'est la manière de travailler des membres du conseil. Il y a 2 étapes. La première étape, il y a un travail individuel, à partir justement du cadre méthodologique. C'est très important. Chacun s'isole dans son coin. Alors, une façon de parler, quand je le dis ainsi, n'est-ce pas? Chacun s'isole dans son coin et puis analyse tous les dossiers qu'on nous présente. Je crois que la dernière session, on a eu 35, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça, 35 projets. Alors, on s'isole chacun dans son coin et puis on travaille, on évalue, on analyse ces projets à partir du cadre méthodologique et jusqu'à l'évaluation, jusqu'à la note qu'on donne, n'est-ce pas, à ces projets. Et puis de ces projets, de ces 35, on ne va pas tous les 35 projets ne vont pas sortir et ne vont pas présenter
je dirais, la même valeur académique et scientifique. Donc, il y a certains qui auront de mauvaises notes, d'autres qui auront de très bonnes notes. Alors, notre rôle, individuellement parlant, c'est de sortir les projets qui sont les plus intéressants. C'est la première étape. Étape de travail individuel. La seconde étape, c'est la délibération. Donc, je laisse au docteur Como le soin. Oui, merci professeur Cadet. Donc, ça a été très édifiant, cet exposé. Donc, on enchaîne tout de suite avec docteur Como pour nous en dire plus sur le fonctionnement du conseil scientifique, et un ensemble de critères, tout ça, et avant de passer à une autre présentation et pour rattraper l'heure également. Docteur Como. Oui, merci. Alors, pour enchaîner avec ce que le professeur Cadet vient de dire et apporter peut-être quelques précisions sans répéter, puisqu'il faut rattraper le temps, j'aimerais insister sur l'instrument d'évaluation que l'on utilise, parce que dès la première session, quand on a commencé à travailler sur les projets reçus, et particulièrement le professeur Cadet et moi, parce que on a toujours été là dès le début, hein, on avait le souci, on a tout de suite compris qu'il faut satisfaire une exigence d'objectivité, pas vrai? Et surtout que l'on reçoit des projets venant de collègues du milieu, de chercheurs qu'on connaît, pas vrai? Et on voulait s'assurer que le fait qu'on ait de bons rapports, qu'on ait même des rapports amicaux avec un soumissionnaire, que cela n'influence pas notre jugement. Donc c'est ainsi qu'on a construit cet instrument-là de façon à vraiment contrôler, sinon dépouiller nos analyses de toute tâche, sinon de toute dérive subjective par rapport à des rapports personnels qu'on peut avoir. Donc, il y a donc ces critères, ces 4 critères dont a parlé et le professeur Cadet, et qui sont éclatés en 12 attributs. Et là, maintenant, il y a un poids qui est attribué à chacun des attributs, et dépendamment de l'importance de l'attribut en termes de méthodologie, de rigueur, et dépendamment aussi du secteur qu'on analyse, disons la qualité conceptuelle du projet, sa capacité vraiment à faire avancer les frontières épistémologiques dans le domaine considéré, les questions de budget, le professeur Cadet en a parlé, je ne reviendrai pas dessus. Donc, il y a quand il parle de notes, pas vrai, la note finale, ça vient précisément d'une évaluation, pas vrai, du poids que l'on accorde à chacun des attributs, à chacun des 12 attributs au sein de chaque critère. Donc, disons, les groupes d'attributs appartenant aux critères principaux. Donc là, ça dépend. Il y en a qui ont... alors, on mesure sur une échelle, pas vrai, disons de 1 à 10, et chaque évaluateur au sein du conseil scientifique, à ce moment où, au départ, on s'isole et on analyse les projets soumis, on attribue des notes. Et après, lorsqu'on se rencontre pour comparer nos résultats individuels, c'est pour les 2 sessions qu'on a déjà eues, il est très intéressant de noter à quel point il y a eu souvent de la convergence entre les évaluateurs du conseil scientifique. Et là, alors à la première session, je m'attendais à ce que l'on ait vraiment de longues sessions pour déterminer quels sont les projets que le conseil scientifique allait faire avancer à la direction exécutive et proposer à la direction exécutive pour du financement. Ça a été relativement facile, pour ne pas dire rapide, sauf peut-être quelques petits cas où il y a eu des échanges, des discussions, et où il a fallu départager par un vote, mais vraiment rarement, on commence et on voit que peut-être 80% de ce que l'on a trouvé, il y avait convergence entre les membres du comité scientifique. Donc là, c'est ce qui montre à quel point cet instrument-là, vraiment,
nous a permis d'assurer une certaine objectivité et heureusement aux dépens de la subjectivité, parce qu'il y en a qui tombaient et personnellement on regrettait, oh bon Dieu, voilà qu'il est tombé, mais on ne pouvait rien faire parce que c'est les critères qui ont donné ce résultat-là. Alors là maintenant, pour ne pas parler plus longtemps, j'aimerais souligner à quel point cette initiative d'un fonds BRH pour la recherche et le développement, à quel point que moi, personnellement, comme membre, comme on dit en anglais, de l'académie, à quel point, compte tenu de la situation sociopolitique difficile que connaît le pays, à quel point pour moi c'est carrément merveilleux d'avoir un projet pareil. Et j'avouerai que, ayant participé dès le départ à la mise sur pied de cette initiative, j'avais secrètement moi-même la crainte que peut-être on n'aurait pas beaucoup de projets. Hein? Supposant, je ne sais pas pourquoi, qu'il n'y aurait pas tellement, supposant qu'il n'y aurait pas tellement de recherche scientifique à être fait. Et bien voilà, en 2 sessions, on a eu, alors on dit plus de 70, exactement 74 projets qui ont été soumis. Et pour moi, c'est extraordinaire, pas vrai? Et pour moi, la morale de toute cette histoire, c'est que le Fonds BRH pour la recherche et le développement est un véritable pari. Pari sur l'avenir d'Haïti. Pari que Haïti a un avenir de lumière qui s'en viendra. On est dans un mauvais moment, pas vrai? Ça est arrivé à d'autres pays, ça arrive aux nations comme ça arrive aux familles, hein? Mais il s'agit pour nous de nous retrouver et il y a des éléments d'espoir. Et pour moi, le FRD-BRH est un élément d'espoir pour l'avenir d'Haïti. Merci. Merci. Merci, Dr. Komo. Merci à professeur Kader. Sous vos applaudissements. Merci à vous aussi de votre attention. C'était là notre tout premier panel pour cette première session dans le cadre de la première édition des journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement organisé par la Banque centrale. Donc, je vous remercie encore de votre attention et sans plus tarder, nous allons passer à une autre présentation, je crois très intéressante. Donc, et sur ce, je repasse le micro à la maîtresse de la cérémonie. Merci.